Ouais. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Tristan Denmatch et je travaille dans une ESN qui s'appelle Dixie. Je vous invite à aller voir le stand si vous n'êtes pas encore allé, on est dans le hall. Et donc moi je suis architecte et développeur et depuis quelques années je m'intéresse aussi beaucoup au DevOps. Et dans ce cadre-là je m'intéresse notamment à ce qu'on appelle le path to production, donc c'est-à-dire toutes les actions qui doivent être faites pour emmener une ligne de code du poste d'un dev à la production. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte dans les différentes missions que j'ai pu faire, c'est que c'est un truc que tout le monde a dans toutes les équipes. Et le seul point commun en fait, entre tout le monde, c'est que personne n'est vraiment content de ce qui est implémenté. Et en fait, pourquoi j'ai voulu faire cette conf, c'était pour prendre un peu de recul et essayer de comprendre pourquoi. Voilà. Donc, alors, petit disclaimer, je ne vais pas vous donner les réponses à tous vos problèmes. Par contre, ce que j'espère, c'est que vous repartirez d'ici avec des idées pour rechallenger peut-être ce que vous avez implémenté et avec les questions qu'il faut se poser, je pense. Voilà, donc juste pour bien fixer les idées, ce que j'appelle le path to production, c'est vraiment l'idée qu'il y a un développeur qui vient pousser du code sur un repo et ensuite il se passe des choses. Donc ça peut être des choses automatisées dans un pipeline GitLab. Ça peut aussi être des actions manuelles éventuellement. Tout ça, c'est ça que j'appelle le path to production. Et l'idée, c'est qu'après, cette ligne de code qui avait été développée, elle est en production. Et non seulement elle est en production, mais elle est utilisée en production. Alors, cette histoire de path to production, là, il y a plein de gens qui s'intéressent. Notamment, il y a un groupe de recherche qui s'appelle DORA. C'est pour DevOps Research and Assessment. Ça, c'est un groupe qui, aujourd'hui, a rejoint le giron Google. Mais ça a été créé il y a plus de 10 ans. Et les travaux fondateurs de ce groupe-là, c'est le livre qui s'appelle Accelerate, que vous avez peut-être déjà lu. Où le but de ce livre-là, de cette étude, c'était d'essayer de trouver, de comprendre ce qui fait qu'une organisation ou une entreprise est performante. Donc ils ont fait des études, des enquêtes, grosso modo, c'est des enquêtes qui ont été soumises, et ils ont regardé les résultats pour essayer de comprendre les points communs et ce qui fait qu'une entreprise va être performante ou pas. Voilà, donc une des premières contributions de ce projet-là, c'est un truc qu'il y a tous les ans, c'est-à-dire que même en ce moment, il y a le DevOps Report qui est sorti, je crois que c'est en janvier par là, et donc tous les ans, ils le mettent à jour. Donc je disais, une des contributions de ce groupe de recherche, c'est d'avoir cherché à comprendre, déjà à estimer comment est-ce qu'on peut savoir qu'une organisation est performante. Donc ça va être quoi les métriques clés pour mesurer ça. Et donc ils sont arrivés avec 4 métriques. Le change lead time, donc ça c'est le temps qu'il me faut, moi, en tant qu'entreprise, pour envoyer une ligne de code en production. Donc c'est le temps d'exécution du path to prod, en gros. La fréquence de déploiement, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable d'apporter de la valeur régulièrement ou pas. Le change fail rate, donc ça c'est le nombre de fois où à chaque fois que je vais faire un changement, en fait, il va y avoir des erreurs, il va falloir revenir dessus. Et le fail deployment recovery time, c'est le temps qu'il me faut pour corriger ces erreurs. Okay, donc c'est ça qu'ils ont cherché à mesurer. Donc ils ont envoyé des enquêtes, les gens ont rempli ça, et en parallèle ils ont cherché à collecter quelles étaient les méthodes qui étaient employées et pour essayer de corréler les deux. Le résultat de ça, c'est les résultats de cette année. Donc là, ils ont fait des sortes de clusters parmi les gens qui ont répondu. Et on voit qu'ils ont classé les réponses en 4 groupes. Donc tout en bas, on a ceux qu'ils ont appelés low. Low, donc c'est des organisations, des équipes qui sont capables à qui il faut à peu près entre 1 mois et 6 mois pour mettre quelque chose en prod, qui vont déployer avec cette même fréquence. Et dans 40% des cas, il y aura des bugs en sortie. Voilà. Et pour corriger ces bugs-là, c'est entre une semaine et 1 mois. Et ça, c'est encore 25% des organisations qui ont répondu, qui sont dans ce cas-là. À l'autre bout du spectre, il y a ceux qu'ils ont appelés élites. Donc là, élite, c'est quoi? Il me faut moins d'une journée pour mettre un truc en production. Il y a des mises en prod tous les jours, même plusieurs fois par jour éventuellement. 5% d'échecs et moins d'1 heure pour corriger. Entre les deux, il y a justement, c'est un peu des entreprises qui sont à un niveau intermédiaire, donc qui vont faire des MEP autour de 1 mois, entre 1 mois et 1 semaine. Et la seule différence, c'est qu'il y en a, grosso modo, là, ils vont privilégier le fait de MEP plus souvent, quitte à avoir un petit peu plus d'erreurs, et les autres avoir moins d'erreurs et MEP un peu moins souvent. Ce qu'on voit là qui est très intéressant, c'est que, en fait, instinctivement, on se dirait que la vitesse, ça va aller au détriment de la qualité. Plus je vais MEP, plus je vais avoir des problèmes. En fait, ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Que ce soit au niveau élite ou low, on voit que les deux vont ensemble. D'accord ?
Une autre chose qu'ils ont montré dans le cadre de cette étude-là, c'est que les performances IT, donc les performances de votre équipe de dev, en gros, ça va être capable de prédire, donc c'est plus qu'une corrélation, c'est-à-dire que ça influe directement sur les performances de l'organisation, donc est-ce que votre entreprise va bien ou pas. Et un autre sujet qui est très important, sur le bien-être des salariés. Donc plus vous êtes performant au niveau de l'IT, plus c'est bénéfique pour l'entreprise au global. Donc je vous disais, en plus de collecter ça, ils ont mis en face les méthodes et ce qui est donc un ensemble de méthodes. Moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est ça. En gros, ce qu'ils disent dans Dora, c'est que pour avoir des bonnes méthodes, vous devez avoir des cycles ou plutôt des process de mise en production automatisés. Donc vous devez avoir quelque part dans votre chaîne de déploiement des pipelines qui ressemblent à ça. C'est-à-dire que ça va partir du repo, on va faire du build, des tests, du déploiement et c'est en prod. Donc ça, voilà, ça paraît simple, on a vu, c'est hyper bénéfique de suivre les bonnes pratiques de Dora. Si je regarde ça, ça n'a pas l'air ultra compliqué. Mais en pratique, c'est pas ça qu'on constate. Donc là, c'est pas ça que je constate moi dans les équipes dans lesquelles j'ai pu passer. En pratique, le pire que j'ai vu, c'est que le pass production n'est pas défini. C'est-à-dire qu'à la limite, le dev il va savoir comment lui, il pousse. Ce qui se passe après, en fait, c'est pas réellement son problème. Il sait que ça va être testé, puis un jour, ce sera mis en prod, mais c'est pas lui qui décide. Des fois, on voit aussi des endroits où c'est pas déterminé, c'est-à-dire que là, une fois, on va suivre un process, puis un mois plus tard, ce sera pas le même, on sait pas trop pourquoi. Un point qui est aussi bloquant, c'est qu'on a des besoins de synchro entre les équipes. Typiquement, vous avez une équipe de dev, une équipe de QA. En fait, votre pipeline, il est par nature, il est coupé, donc là, vous pouvez pas faire un truc complètement automatique. C'est lent et il y a des bugs. Voilà. Donc voilà, moi j'étais à ce constat-là et je me suis dit, mais pourquoi? Comment est-ce qu'on en arrive là? C'est quoi qui fait qu'on n'arrive pas à être meilleur que ça alors qu'on sait que c'est hyper important? Une des réponses que j'ai, en tout cas une des pistes de réponse que j'ai, c'est qu'aujourd'hui je pense qu'on a une vision ultra technique de ce pass production, de ces pipelines-là. Moi quand je discute avec des gens et je leur demande ce qu'ils font justement en pass production, on me dit des choses du type, ce que j'ai écrit là, nous on fait du GitLab et du Helm. Voilà. Donc toujours une approche outil. Et ce que je pense, et ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que pour moi, automatiser ou définir son pass to production, c'est pas choisir des technos. Il y a des questions qui sont fondamentales à se poser, auxquelles il faut répondre. Donc ce que je vous propose dans la suite, c'est qu'on va regarder ces différentes phases, donc le build, le test et le déploiement, et puis on va s'interroger sur c'est quoi les questions, les bonnes questions qu'il faut se poser avant de se précipiter sur le choix d'un outil. Donc sur la phase de build, ça c'est pas trop compliqué. On peut se demander donc c'est quel artefact qui va sortir de la phase de build. Mais une question qui est plus intéressante, c'est sur quelle branche je vais lancer mes pipelines en fait. Au niveau de l'artefact, on a de la chance en ce moment avec Docker, c'est un problème qui est résolu, ça ne durera probablement pas, mais aujourd'hui c'est plus un sujet, c'est-à-dire qu'on dans toutes les équipes où je suis passé, en sortie du build, c'est une image Docker. Okay. Donc ça on peut considérer que c'est pas un vrai problème. Là où c'est un vrai problème, c'est tout ce qui est stratégie de gestion des branches. Comment j'organise mon dev, comment je gère mes branches Git pour déclencher mes pipelines. Et ça, c'est, je pense, un point critique parce que ça a un énorme impact. Donc ça a un énorme impact sur le coût du dev, notamment parce qu'on va en reparler, mais quand vous avez des merges à faire entre différentes branches, ça coûte très cher. Et potentiellement, c'est de plus en plus cher tant que la branche est vivante. Et ça a aussi, je pense, un énorme impact sur la qualité de vie des devs. Quand il y a plein de branches, il y a plein de choses à penser, c'est compliqué. Faut simplifier ça. Et je pense qu'aujourd'hui, sur la stratégie de gestion des branches, il n'y a pas 10 000 solutions, il y a 2 candidats, je pense. Il y a les approches de type Gitflow et les approches de type Trunk-Based Development. On va regarder ça. Alors, je pense que vous avez tous vu ou utilisé Gitflow à un moment dans votre carrière. Donc ça, c'est une stratégie qui a été mise en place justement pour essayer de rationaliser un peu la manière dont on gère les branches dans Git. Parce que dans Git, un de ses avantages, c'est qu'on peut faire plein de branches, c'est fait pour et tout. Mais on peut aussi faire n'importe quoi avec nos branches. Donc ça, c'est une proposition pour rationaliser l'usage. Mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de branches. Il y a une branche qui s'appelle Develop, qui est la branche principale. Il y a des branches de feature. Voilà, l'idée, c'est que dès que j'ai un truc à faire, je vais tirer une branche de feature. Mais il y a aussi des branches de release, des branches de hotfix, une branche master. Et là, on le voit bien sur le schéma, il y a des merges un peu dans tous les sens. Et c'est ce que je disais en intro, les merges, c'est très cher. C'est très cher parce que en fait, ça va souvent mal se passer, et ça va d'autant plus mal se passer que la branche a vécu longtemps.
Là, dans Gitflow, en tout cas moi dans mes expériences de Gitflow que j'ai vues, c'est pas un problème d'avoir une branche de feature qui va durer plusieurs semaines, 1 mois, 2 mois. Personnellement, moi j'ai bossé un moment sur un projet où il y avait une branche de feature qui a duré au moins 3 mois, et à la fin, en fait, on n'a pas été capable de la merger, parce que ça avait trop divergé. Du coup, on a eu 3 mois de travail à refaire, en fait, parce que les deux branches avaient complètement divergé. Donc, problème de merge est complexe à appréhender. Je ne sais pas si accompagner des juniors ou des débutants sur ce Gitflow-là, c'est souvent compliqué. Et donc, en réponse à ça, les devs ont un peu pris les branches en grippe, et ce qu'on appelle maintenant le trunk-based development qui est apparu, où là, l'idée, elle est très simple, hein, c'est de dire qu'il y a une branche principale, qui est la branche qui s'appelle main, ça tombe bien, et tous les développements vont être faits sur cette branche-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on commit tout sur main, si on a le droit de faire des feature branches, d'accord. Par contre, ça veut dire que c'est des feature branches de courte durée. Une courte durée, c'est 1 jour, 2 jours. Et j'ai mis un petit warning sur les paires, parce que des fois on voit des feature branches qui sont courtes en effet, mais elles vont aller s'empiler dans les listes des trucs qu'il faut relire et merger. Ça, c'est plus des courtes durées. Ça veut dire que la branche, sa durée de vie, hein, c'est jusqu'au moment où elle est mergée. Et en fait, sur ce trunk-based development, il y a deux variations, on va dire, deux manières de faire. Soit on va considérer que la branche main, elle est toujours stable, elle est toujours prête à aller en prod. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le GitHub Flow. Soit on s'autorise à dire, en fait, ma branche main, je ne suis pas capable de garantir qu'elle est tout le temps stable, je vais avoir potentiellement besoin d'une branche de stabilisation avant de partir en prod. Et ça, c'est ce qu'on appelle plutôt le GitLab Flow. Voilà. Alors, je mets en rouge un avis qui ne m'engage que moi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la seule option raisonnable dans l'optique où on veut atteindre les élites là, dont Dora parlait. Je pense que si on vise des temps de déploiement d'une journée avec des mises en prod plusieurs fois par jour, on n'a pas le temps de faire ce genre de choses. Donc voilà, pour moi aujourd'hui c'est la seule option raisonnable. Si on regarde un peu les différentes, donc les deux options, là, le GitHub Flow ça va ressembler à ça. C'est-à-dire que j'ai tiré ma branche de feature, j'ai lancé un pipeline qui va faire du build, du test, et ensuite quand c'est OK pour moi, je vais merger, et là je redéclenche du build, test, et éventuellement le déploiement. Donc là c'est la fameuse différence entre le continuous delivery et le continuous deployment. C'est pas parce que ma version est prête que j'ai forcément envie de l'envoyer en prod, ça peut être un choix métier. Donc ça c'est simple, hein, c'est le principal avantage. GitLab Flow, ça va être un peu le même principe, je tire une branche de feature, à un moment quand c'est OK, je la merge dans mon main, mais voilà, ça va s'arrêter là. Et après, quand je considère que fonctionnellement je suis prêt à aller en prod, donc j'ai fait couvert, on a implémenté tout ce qu'on voulait, là on va tirer une branche de release, on va refaire nos tests, et c'est depuis celle-là qu'on va déployer. OK. Petite subtilité, si on regarde un peu la littérature sur ce flow-là, on n'est pas censé faire de merge back de la branche de release sur main, c'est-à-dire qu'on fait plutôt du cherry pick, c'est-à-dire qu'on va, par exemple on a des bugs à corriger, on va les corriger sur main, et le cherry picker sur release. Alors pourquoi ça a un intérêt de faire ça, du trunk-based development là je pense qu'on l'a vu sur les schémas, c'est simple. C'est simple, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'overhead, il n'y a pas plein de trucs auxquels il faut réfléchir pendant que je fais mon dev. On peut faire du fix forward, ça veut dire que s'il y a un bug à corriger, en général, je peux partir de ma branche, donc soit le main si je suis en GitHub, soit sur la branche de release pour corriger. Il n'y a pas besoin de faire de rollback. Enfin, on peut ne pas faire de rollback parce que c'est rapide. Si dans notre but, après, c'est faire du déploiement continu, on est clairement dans cette direction-là. Et surtout, moi, je trouve que c'est une énorme réduction de charge mentale. Parce que comme c'est des branches qui ont une durée de vie courte, en fait, j'ai pas besoin, quand je fais mon dev, de savoir qu'il y a un tel qui est en train de bosser sur tel sujet, donc il faut que j'aille bien le voir, parce que sinon le merge il va être impossible, etc., etc. Il y a une référence qui est le main, qui est relativement proche de la branche que moi je suis en train de faire. Et donc ça, c'est simple. Mais évidemment, comme c'est le main la référence, tout repose sur la stabilité du main. Si notre main commence à être instable, ça ne marchera pas du tout, quoi. Donc le corollaire de ça, c'est que si j'ai mon pipeline de main sur main qui échoue, alors ça va être la priorité numéro 1 de l'équipe de fixer. Parce que ça bloque tout le monde. Et si on veut avoir une bonne stabilité du main, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que l'équipe ait une culture test, sinon la qualité ne sera pas du tout au rendez-vous, et ça ne marchera pas. Donc voilà, en gros, en disant ça, je suis en train de dire que pour moi, la seule option raisonnable aujourd'hui de faire du dev, c'est que les devs aient une grosse culture test. Quelle variation choisir? Ça, c'est un peu à vous de voir. Soit vous sentez capable de dire que tous vos commits sur main, ils sont bons.
Ce qui veut dire au passage que vous avez inclus tous vos tests auto dans le commit, que le PO a déjà validé. Oula. Ok. L'option, si le PO n'a pas validé, c'est de dire que... Ok, ma souris ne marche plus. C'est de dire que vous allez utiliser des feature flags, puisque potentiellement vous allez mettre en prod des trucs qui n'ont pas été validés fonctionnellement, en tout cas pas acceptés par le métier. GitLab Flow, c'est plus est-ce que vous voulez vous donner du temps et dire éventuellement mon main il est globalement stable, je sais qu'il y a toute une série de tests qui est passée, mais par exemple ma QA est passée dessus et j'accepte en fait d'avoir un peu d'asynchronisme entre les deux. Voilà, ça c'est un peu à vous de voir et en fonction de la maturité technique. Par contre, le petit warning, c'est attention aux options intermédiaires. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà vu. GitHub Flow que j'ai appelé approximatif. Donc l'idée c'est de dire on fait du GitHub Flow, donc j'ai que ma branche de main, j'ai pas de branche de release. Par contre, je me pose des questions après. Par exemple, si j'ai mon premier commit, là on voit où il y a un dev qui a développé une feature 1, mais qui n'a pas forcément été testé par la QA, donc notamment il n'y a pas de tests auto qui ont été implémentés pour ça. J'ai le collègue d'à côté qui pousse la feature 2. J'ai ensuite les QA qui ont travaillé qui me disent ok, en fait on avait fait des tests, la feature 1 elle marche. C'est quoi la version, si j'ai besoin de faire un déploiement, quelle version j'envoie en prod là? En fait, la seule que j'ai le droit d'envoyer en prod, c'est la première, celle que sur le coup je ne savais pas si elle était bonne. Et donc ça, au moment des mises en prod, c'est un peu compliqué parce qu'on s'arrache un peu les cheveux, savoir, ok, faut suivre sur le Jira, qu'est-ce qui a été testé, qu'est-ce qui n'a pas été testé. Donc ça, c'est un peu stressant pour les gens qui font la mise en prod. L'autre version intermédiaire que j'ai vue, c'est le GitHub Flow avec pause. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire notre dev, normalement, et quand on pense qu'on est prêt, on déclare le code freeze. Et donc, quand on déclare le code freeze, d'une certaine manière, on vient dire, en fait, ma branche de main, ça devient une branche de release, une branche de stabilisation. Et une fois que ma release est faite, là, ok, fin de code freeze, on reprend le mécanisme normal. Ça a des effets de bord assez désagréables. Le plus important, c'est de dire, en général, il y a un petit rush là, juste avant le code freeze, parce que tout le monde a envie de passer son dev avant le code freeze, sinon il faudra attendre la fois suivante. Quitte à sacrifier un peu de qualité, quitte à ce que ça fasse des bouchons sur les pipelines et tout. Donc voilà, les gens qui ont ça, en général, ils ne sont pas hyper fans. Dans les deux cas, on a dit que pour faire du trunk-based development, il faut être capable de faire des branches qui ont une durée de vie courte. Et vous pressentez bien qu'il y a des fois, il y a des évols qu'on a besoin de faire, où en 2 jours, ça va pas marcher, quoi. Surtout si vous faites un refacto ou quoi, ça peut pas marcher. Donc c'est-à-dire qu'il faut être capable de mettre sur main du code qui n'est pas prêt, ou qui n'est pas complètement prêt. Alors, et si vous voyez pas, si vous avez aucune idée de comment on peut faire ça de manière élégante, je vous invite à regarder un truc qui s'appelle Branching by Abstraction. Donc il y a un article de Martin Fowler, évidemment, qui parle de ça et très bien. Mais bon, c'est pas le seul, hein, c'est une technique qui est assez documentée. Mais voilà, en tout cas, c'est pas impossible d'accepter de mettre sur main des choses qui ne sont pas complètement finies. Par contre, il faut faire ça bien. Voilà pour ma phase de build. Sur la phase de test, c'est plus compliqué. Clairement, je pense que c'est là qu'est le principal écueil qui fait qu'on a des pipelines qui ne marchent pas bien. Première question à se poser, quel type de test j'ai envie de jouer? Qui va écrire les tests et quand? Sur quel environnement je vais jouer mes tests? Comment je vais gérer les dépendances sur ces environnements? Et alors le plus simple, c'est quel artefact? Je vais commencer par ça. Ça, c'est juste pour fixer un peu les idées. Ce qui va sortir de mon pipeline de la phase de test, c'est alors des trucs très concrets, hein, comme des rapports de test, des screenshots, ce genre de choses qu'on a pu prendre pendant les tests. Mais surtout, c'est une notion de confiance dans l'image que j'ai générée. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'il faut bien garder en tête que l'activité de test, ce n'est pas une science exacte, c'est grosso modo, c'est de la gestion du risque. Voilà, du test, on peut en faire pendant des jours et des jours avant de sortir la version. Voilà, c'est vraiment un compromis entre le temps qu'on a envie d'y passer et le risque qu'on a envie de prendre. Sur les différents types de tests que j'ai envie de jouer, il y a ce modèle là, de la pyramide de tests. Je trouve qu'il n'aide pas beaucoup à comprendre les différents types de tests. Néanmoins, il a un intérêt, c'est qu'il montre bien qu'il y a des tests qui sont rapides. En général, c'est ce qu'on appelle les tests unitaires. Et des tests qui sont beaucoup plus lents. En général, c'est les tests qu'on considère les tests end-to-end sur les IHM. Et évidemment, comme il y en a qui sont beaucoup plus chers que les autres, si vous n'avez pas beaucoup de ceux qui sont pas chers et peu de ceux qui sont chers, vous n'allez pas y arriver, quoi. J'ai mis un nuage au milieu parce que c'est vraiment l'endroit où personne ne sait ce qu'on met à son endroit, personne n'est d'accord. Donc voilà. Ça a relativement peu d'intérêt. Un modèle qui a beaucoup plus d'intérêt, je trouve, c'est les cadrans de test. Donc ça, c'est paru dans un livre qui s'appelle Agile Testing. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. L'idée de ce truc-là, c'est de permettre de classifier un peu les différents types de tests qu'on a envie de faire sur une application. Donc, comment s'organiser? Dans ma colonne de gauche, là, c'est les tests qui vont être utilisés par l'équipe de dev
pour essayer de valider qu'on a bien travaillé. Donc, ce qui est un peu sous-entendu derrière ça, c'est qu'il y a des specs. Voilà, il y a des specs, et en tout cas je sais ce que je suis en ma d'essayer de faire. Et je vais valider ça. Ma colonne de droite, c'est des tests qui sont faits plutôt pour essayer d'aller trouver des problèmes. Mais je n'ai pas forcément de spec qui guide comment je fais. La ligne du bas, c'est de dire que ça va être des tests techniques. Donc, ce que je vais manipuler, c'est vraiment du code, des critères techniques. Et la ligne du haut, c'est que je suis en train plutôt de m'adresser à du métier. Donc, je vais manipuler des idées, des concepts plutôt métier. Si on regarde maintenant les cadrans, le Q1, donc on est dans test technique dans le but de valider les devs. Donc, c'est tout ce que vous connaissez, j'imagine, tout ce qui est test unitaire, test de composants. Ça, c'est en général bien connu et c'est tout le temps automatisé maintenant. Les tests Q2, ça va être des tests fonctionnels. Donc, voilà, en général, c'est les tests qui sont écrits par les testeurs. Ça peut être des tests manuels ou automatisés. C'est pas forcément, ça ne dit pas forcément qu'il faut tout automatiser. Mes tests Q3, ça va être des tests manuels, dont là, le but, ça va être de trouver des bugs qui ne sont pas décrits dans mes specs. Donc, c'est tout ce qui est typiquement test exploratoire. Et donc ça, on sent bien que par nature, c'est manuel, puisqu'il faut une part de créativité. Mais il y a aussi tout ce qui va être test d'acceptance pour les utilisateurs finaux, ce genre de choses. Ça, c'est des tests manuels, métiers. Et enfin, les tests techniques qui vont chercher plutôt à trouver des bugs, c'est tout ce qui est test de performance, test de sécurité, ce genre de choses. Voilà, ce que je trouve intéressant, là, c'est que ça permet un peu de fixer les idées sur... on pressent plus ou moins tous qu'on a besoin de faire tous ces types de tests, mais là, au moins, ça permet de mettre un nom dessus et voilà, de les ranger un peu. Moi, personnellement, ça m'aide. Et donc, une fois qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un peu de tout ça, la question qui vient rapidement après, c'est sur quel environnement je vais faire ça. D'accord ? Donc, et ça, c'est une question que tout le monde se pose. Combien il me faut d'environnement dans mon pass to production ? Si on reprend les cadrans, les tests Q1, on a dit c'est tout ce qui est tests automatisés JUnit qui sont bien maîtrisés. Aujourd'hui, il y a un consensus pour dire qu'on va jouer ça sur notre environnement de CI directement pendant le build. Les tests de niveau Q2, donc les tests, plutôt les tests fonctionnels, là, il y a un peu deux écoles. Soit on arrive à jouer ça sur la CI, soit on va créer un premier environnement qu'on va appeler test, qui n'est pas stable par nature, et on va commencer par déployer l'application là, et on va jouer les tests dessus. Il y a une autre partie des tests Q2, c'est les tests manuels effectués par les testeurs. Donc ça, pareil, on peut les faire jouer sur l'environnement de test. Mes tests Q3, donc, qui sont des tests d'acceptance, donc typiquement les tests faits par le PO ou par des utilisateurs finaux, eux, on n'a pas envie, a priori, de les faire jouer sur l'environnement de test, puisque l'environnement de test, là, si on voit bien mon pipeline, je suis capable de le mettre à jour 3 fois par jour, y compris pendant qu'il y a des utilisateurs qui s'en servent, donc on n'a peut-être pas envie de faire ça. Donc en général, c'est là qu'on introduit l'environnement d'UAT, qui s'appelle aussi démo, staging. Voilà, en général, on a tous un truc comme ça. Et pour mes tests Q4, donc les tests techniques, genre tests de perf, là, l'enjeu, c'est plutôt d'avoir une plateforme qui est isoprod. Donc c'est là qu'on va sortir une pré-prod, puisqu'il faut qu'elle soit suffisamment techniquement proche de la prod pour que ça ait un sens. Voilà, moi je vois ça, si je démarre un projet, ça me fatigue d'avance. Je sais déjà, voilà, il me faut déjà 4 environnements avant même de recommencer. Alors pour l'anecdote, sur le projet où j'étais précédemment, on a démarré un projet, on a fait tout ça bien, donc on avait 4 environnements. On a passé beaucoup de temps, en plus il y avait des problématiques de sécu, donc il fallait des équipements de sécurité et tout. Le problème c'est que là il manque un environnement sur ma photo, là c'est la prod. Et en fait la prod dans la mission d'avant elle n'est jamais apparue parce qu'en fait on n'a jamais parti en prod. Donc on a passé plein de temps à mettre en place des environnements qui au final n'ont jamais servi. Voilà. Donc mon message là-dessus c'est de dire est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt commencer simple avec les problèmes qu'on a à l'instant T et ajouter un environnement quand il y a un réel problème qui se pose. Commencer simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire un truc comme ça, je vais avoir ma phase de build qui tape sur la CI. Ensuite, dans ma phase de test, je vais dire que j'ai un environnement de test qui sert à ça. Je vais jouer mes tests auto, éventuellement des tests manuels. Si je démarre un projet, peut-être que je ne vais pas faire tous les jours des tests utilisateurs finaux. Donc peut-être que je suis capable juste de dire un jour, en fait le test on ne déploie pas aujourd'hui parce qu'on a des tests en prod, enfin des tests d'utilisateurs. Et pareil, mes tests de perf, tout ça, dans un premier temps, moi je les implémente hors pipeline. En général, c'est des trucs qui sont assez durs à automatiser, qui prennent du temps, tout ça. Peut-être que si on commence un projet, ce n'est pas la priorité de faire jouer ça dans notre pipeline de déploiement. Okay. Voilà, donc on commence avec cet environnement de test. Le problème, si on fait ça comme ça, plutôt un problème qui va arriver assez rapidement, c'est que vos versions elles vont avoir tendance à s'empiler entre le Q2 et le Q3, puisque le PO, par exemple, il ne sera pas tout le temps dispo pour tester. Donc vous allez avoir des versions qui sont prêtes, mais jamais déployées.
Ça, c'est un problème en soi. Et donc les gens qui ont ça, en général, on a envie d'aller plutôt vers quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on va décaler en fait les tests d'acceptance utilisateurs. Et une fois qu'on a fait nos tests, nous, qui sont des tests techniques, on va être capable de déployer. Et là, on peut faire un double déploiement sur une plateforme de prod et sur une plateforme de démo, par exemple, d'UAT. La clé pour faire ça, c'est de dire, en fait, on va utiliser du feature flipping, puisqu'il ne faut pas que les features qui n'ont pas été encore validées par le PO soient visibles, parce que j'ai une confiance un peu limitée, ou je ne suis pas sûr que c'est ça qu'il fallait vraiment faire. Donc je les désactive, et puis en même temps, j'ai mon environnement qui est provisionné, et puis comme ça, si j'ai besoin de faire des démos, et les gens peuvent aller voir là. Voilà, il y a pas mal de gens qui ont documenté ce truc-là. En fait, quand on commence à prendre goût à ça, en particulier quand on commence à prendre goût au feature flipping, en fait, rapidement, on se dit qu'on peut faire ça. Voilà. Ça veut dire quoi? Donc j'ai appelé ça test en prod, donc ça peut faire hurler des gens, mais c'est assez à la mode. Il y a pas mal de gens qui parlent de ça. Ça veut absolument pas dire qu'on fait pas de tests avant d'aller en prod. Ça veut juste dire que les tests finaux, qui sont des tests d'acceptance de la feature, en fait, il n'y a pas de meilleur endroit pour les tester que sur votre prod. Tous les autres endroits pour les tester, en fait, ce sera des répliques. Vous n'êtes pas complètement sûr que c'est les mêmes versions, pas complètement sûr que c'est les mêmes conditions. Là, au moins, vous êtes sûr que c'est ce que verront vos utilisateurs. Et donc, c'est peut-être le meilleur endroit pour le faire. Alors évidemment, si vous voulez faire ça, il faut avoir du feature flipping avancé. Être capable de dire, par exemple, tel utilisateur, lui, il a la feature, l'autre, il l'a pas, ou telle IP, elle a la feature, l'autre, elle l'a pas. Il y a des frameworks qui font ça. Par exemple, il y a un truc qui s'appelle Unleash, je crois que c'est ce qui est utilisé par GitLab dans leur offre de feature flipping. Et ça, c'est un truc qui change la vie. Voilà. Et si on fait ça, on voit qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'environnement, en fait. Ouais, je reviens juste un peu sur le danger du code qui s'empile. Ça, c'est vraiment une plaie, ce truc-là. On a vu, il y a plusieurs endroits pour empiler du code. Au début, on a parlé des branches. Les branches, c'est un très bon endroit pour empiler du code. Tout ce qui n'est pas mergé, en fait, c'est en train de s'empiler gentiment dans votre repo. On a le même problème avec des versions qui ne sont pas déployées. C'est-à-dire que si votre pipeline il tourne, mais qu'à la fin, c'est pas déployé, pareil, vous avez du code qui est en train de s'empiler. C'est pas parce qu'il est sur main, mais qu'il n'est pas déployé que c'est beaucoup mieux. Ça a aussi plein de problèmes. Et c'est pas encore beaucoup mieux si vous avez du code qui est déployé mais qui est feature flippé. Voilà. Si c'est pour déployer mais qu'en fait il n'y a aucune des features qui soit activée, on n'a pas gagné grand chose. En particulier, il y a un des problèmes des feature flipping, c'est que quand vous faites un nouveau dev, comment vous pouvez savoir si ça ne va pas rentrer en conflit avec une des features qui n'est pas activée? Autrement dit, il faut que je m'assure que mon nouveau dev il va marcher avec ma version actuelle de la prod sur laquelle la feature est désactivée, mais aussi quand la feature va être activée après. Donc il faut bien que je fasse gaffe à gérer cette complexité-là. Donc les bonnes pratiques pour les gens qui font beaucoup de feature flipping, c'est de dire en fait on va mettre une limite dure du nombre de feature flipping, enfin du nombre de toggles qu'on autorise par équipe. Parce que si on commence à tout feature flipper et qu'on n'en enlève jamais, ça devient juste une catastrophe à gérer. Donc au bout d'un moment, si la feature n'est pas activée, c'est peut-être qu'il ne fallait pas la faire, donc on enlève. Voilà, l'autre question qui vient, c'est comment est-ce qu'on implémente ces fameux tests Q2, là, les tests qui sont écrits en général par des testeurs. Et là, ça dépend un peu du flow que vous avez choisi. Si vous êtes en GitHub Flow, on a dit tout à l'heure, tous mes commits sur main, ils sont prêts. Donc ça veut dire qu'en l'occurrence, ça contient aussi des tests automatiques qui valident ma feature. Donc ça veut dire que pour faire le dev de ces tests automatiques, j'ai été capable de les jouer sur ma branche de feature. Donc il n'y a pas 10 000 solutions. Soit vous êtes capable d'écrire ces tests-là parce que vous utilisez votre appli et tourne en local. Personnellement, je pense que c'est la meilleure option, même si ça peut vouloir dire travailler beaucoup pour que votre application soit capable de tourner en local, ou une partie au moins de votre application. Soit sur un environnement qu'on peut appeler un environnement de dev. Idéalement, c'est un environnement de dev qui est spécifique, ça veut dire que vous aurez, vous, en tant que développeur d'une branche de feature, vous avez un environnement dédié pour la tester. On voit aussi souvent des environnements de dev mutualisés, donc ça je vous déconseille fortement. Donc ça c'est les fameux environnements où n'importe quel dev pousse sa version de son appli, qui est un truc en cours de dev sur une branche qui est à lui. Donc ça en général on ne sait pas ce qui est déployé où, c'est catastrophique. Voilà, mais le corollaire de ça, c'est que je pense que la plupart du temps, il faut que ce soit les devs qui écrivent les tests. Donc en théorie, on pourrait imaginer que c'est les QA qui passent après sur la même branche et qu'avant de merger, tout le monde fait sa part. Personnellement, je vois ça mal marcher. Et donc je pense que ça peut fonctionner uniquement si on a une culture test dans l'équipe qui fait que les devs sont conscients de l'intérêt et sont OK pour écrire des tests fonctionnels.
En GitLab Flow, bah, c'est plus cool. C'est plus cool parce qu'en fait, on a cette fameuse marge de manœuvre qui fait qu'on n'est pas... On ne s'est pas mis cette contrainte que tous nos commits sur main peuvent partir en prod. Donc on peut très bien imaginer que bah, on a déployé un truc sur main, on sait que ça marche puisque les tests unitaires sont passés, le build est OK. Par contre, il y a des features qui n'ont pas été peut-être complètement encore testées. Donc là, après, l'équipe de QA peut passer après. Voilà, donc ça c'est pour le choix de GitHub Flow versus GitLab Flow. Je pense que c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Comment est-ce que vous avez prévu de gérer vos tests, quoi, qui les écrit et quand. Petit retour d'expérience là sur les tests. Shift left, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, je pense, corriger. Quand vous avez trouvé un problème, il faut le corriger le plus près possible du code et du coup du test unitaire. Donc là, c'est là où on va chercher à descendre dans la pyramide de test, parce que c'est là que ça va être pas cher à corriger. Un autre truc qui marche bien, c'est gérer les données tests à la volée. Ça, c'est en opposition je ne sais pas si vous avez sûrement déjà vu ça, des applications où pour les tests, il faut qu'on ait une base de données qui soit dans un état bien particulier et que quand vous voulez faire des tests en local, c'est bien cet état-là qu'il faut avoir, il faut le mettre à jour et donc il faut éventuellement migrer les données et tout, ça pose plein de problèmes. Moi, personnellement, je trouve ça beaucoup plus efficace quand les tests génèrent eux-mêmes les données dont ils ont besoin, même si c'est un peu plus long. Utiliser les mêmes mécanismes de déploiement partout, c'est-à-dire que quand vous allez déployer votre appli sur l'environnement de test, il faut évidemment, je dis évidemment, mais c'est pas fait partout, utiliser les mêmes scripts de déploiement que quand vous déployez en prod. Déjà parce que ça permet de réutiliser du code, mais en plus ça vous permet de tester vos scripts de déploiement, sinon c'est un peu la loterie après quand vous partez en prod. Sur les tests d'acceptance utilisateur, les tests fonctionnels, c'est très facile de faire des tests qui seront immaintenables. Et donc là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais il y a des bonnes pratiques de découpage de ces tests-là pour implémenter des tests par couche, pour que vraiment ce qu'on écrive au plus haut niveau, c'est vraiment l'intention de l'utilisateur, pour que ce soit des choses qui ne changent pas, même si on change les couches les plus basses. Et dernier truc, si vous avez un cycle de release qui est lent, donc c'est-à-dire que en gros votre environnement de test il va être très très loin de l'environnement de prod. Là ça peut être intéressant d'avoir une pré-prod pour le coup pour tester les mises en prod, sinon vous allez avoir des surprises puisqu'en fait la montée de version que vous allez faire c'est un truc qui n'aura jamais été testé puisque après sur votre test vous avez fait plein de petites montées incrémentales. Voilà, quelques petites astuces. Un des problèmes majeurs sur les environnements de test c'est le problème des dépendances. Ça je pense que c'est quasiment le problème le plus compliqué qu'on ait. Et je pense que dans la plupart des cas, enfin en tout cas dans beaucoup de cas que j'ai vus, c'est un choix qui est fait un peu comme ça sans vraiment y penser. Donc le problème il est simple, hein, c'est quoi? C'est que votre application de prod elle tape certainement sur des dépendances. Et donc quand je vais faire mon environnement de test, qu'est-ce que je mets au bout de ma flèche là? Sur quoi je vais taper? Il y a un premier mode qui marche bien, c'est de considérer que voilà, ce n'est pas votre problème, c'est le problème de l'application, des gens qui développent l'application qui est votre dépendance, de vous fournir un environnement qui soit suffisamment bon pour jouer vos tests. Donc ça, quand vous pouvez être dans ce cas-là, c'est très bien, c'est le mieux, c'est le cas rêvé. Et donc là, grosso modo, il y a deux possibilités. Hein. Soit ils vous fournissent une pré-prod, enfin un truc équivalent à la prod qui est stable, soit le mieux, c'est même qu'ils vous fournissent une prod, mais avec un environnement qui est un peu, je sais pas, par exemple, un tenant différent ou un compte de test, voilà, ce genre de choses. Mais ça, au moins, vous êtes sûr que vous tapez sur quelque chose qui est représentatif. Gros warning hein, sur les plateformes qui seraient fournies par les gens qui font le dev de ma dépendance. Là, si c'est un truc qui est stable une fois, enfin qui est down 3 heures par jour et tout, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que ça va trop vous pénaliser, vous, dans vos pipelines. Donc si vous ne pouvez pas faire ça, il faut faire autre chose. Faire autre chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, moi, dans mon environnement de test, je vais moi-même déployer la dépendance. Moi-même déployer la dépendance, c'est plus ou moins facile en fonction des cas. Si c'est une base de données, c'est facile. Si c'est un truc qui est développé par quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus compliqué. En particulier, il faut savoir quelle version je mets. Peut-être que cette application-là, elle a elle-même des dépendances, donc il faut aller choper les bonnes dépendances de ça. Donc ça peut rapidement devenir un truc impossible à gérer. Et donc, quand il y a beaucoup par exemple, quand vous avez des applications qui sont développées par d'autres équipes de la même boîte, en général, ce qu'on finit par avoir, c'est ça, une plateforme de test globale. Et c'est ce qu'on appelle des tests systèmes. Donc, c'est des trucs qui se faisaient énormément il y a 15 ans, quand on n'avait pas du tout les mêmes contraintes en termes de nombre de développement et de fréquence de développement. Où là, l'idée, c'est que chaque équipe vient pousser des versions de son application. Et puis, il y a une équipe de QA qui va faire les tests globaux. Voilà, ça, je pense que si aujourd'hui vous avez encore ça, je pense que c'est quasiment impossible d'atteindre les scores là, qui étaient référencés comme étant élites par Dora, parce qu'il y a trop d'interactions avec d'autres équipes.
C'est ce que j'ai mis là. Hein. Ça va être des tests qui vont prendre beaucoup de temps, ça va être des problèmes de version à n'en plus finir, ça va être le fait qu'il faut synchroniser l'équipe de test avec l'équipe de dev. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est quasi incompatible avec des temps de release courts. Donc si vous avez ça aujourd'hui et que votre but c'est d'aller plus vite, je pense que c'est le premier truc à rechallenger. Alors si on n'est pas capable de déployer l'application qui est notre dépendance, bah évidemment du coup il faut bouchonner. Donc il ne faut pas hésiter à bouchonner. Hein. Première manière, c'est de déployer un stub, donc c'est-à-dire qu'on vient déployer un faux service, simple à gérer. Par contre, attention, faut quand même, je pense, rajouter des tests pour vérifier quand même que l'application elle est aussi capable de parler à quelque chose qui ressemble plus à votre dépendance que le stub. Une variation de SIA que moi j'aime bien, c'est ça, c'est-à-dire que dans l'application, en fait, en particulier, ça va très bien avec de l'archi-exa, si vous en faites. En fait, on va dire qu'on a soit une implème qui est de fait de taper sur le vrai client, donc la vraie dépendance, et on a aussi une implème qui est un fake. Voilà. Ça, personnellement, moi j'aime bien parce que je trouve ça très simple à gérer. Par contre, ça veut dire qu'il là-dedans, il y a du code qui va partir en prod, qui est du code qui sert qu'à faire du test. Ça, je sais qu'il y a des gens que ça fait hurler. Moi, personnellement, je trouve que ça apporte plus de bienfaits que de problèmes. Donc, voilà, ma préco soit de ne pas hésiter à faire ça. Mais donc là, pareil, je pense qu'il faut rajouter des tests. Pour le coup, c'est vraiment des tests d'intégration pour... en fait, pendant mon pipeline de CI, je vais quand même essayer de taper sur ma dépendance, donc soit sur la prod, soit sur un truc isoprod de ma dépendance, pour vérifier quand même que ça marche. La grosse différence par rapport à tout à l'heure, c'est que là, ces tests-là, je vais accepter qu'ils puissent échouer. Voilà, si je sais que, je sais pas, entre midi et 2, cette plateforme-là, elle est toujours down, et ben je sais que mon pipeline, ce test-là sera KO entre midi et 2. Mais au moins, j'aurai quand même un moyen de tracer ça et de vérifier comment ça évolue. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, ça, le contract testing, je pense que c'est une des technos de test qui est peut-être les plus sous-cotés. L'idée de ça, c'est de dire qu'en fait, on va expliciter un contrat entre le fournisseur d'un service et le consommateur de ce service-là. Donc, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que moi, en tant que consommateur du service, je vais expliciter ce que j'attends du service. Donc, je vais dire, bah, voilà, mes entrées, c'est ça. Si je te donne ça en entrée, j'imagine que la sortie, c'est ça. Donc je fais toute une liste qui correspond à mes cas d'usage. Et ce truc-là, je suis capable de le donner au fournisseur du service pour que lui, il intègre ça dans sa chaîne de test. Et lui, dans ses tests, il peut vérifier, bah oui, ok, quand c'est ça l'entrée, bah, c'est bien ça que je fais en sortie. Et donc on se partage ce contrat-là, et bah, c'est ça qui définit en fait l'interface entre le fournisseur et le consommateur. Si ça vous intéresse, la boîte de référence qui fait ça, c'est Pact. Il y a aussi des trucs qui sont faits avec Spring. Voilà, je pense que dans la plupart des cas, ça peut bien marcher ce truc-là. Sur ma phase de déploiement, donc là c'était pour la phase de test, on a vu, je pense que réellement, encore une fois, je pense que c'est là où il y a le plus de travail pour faire un pipeline qui marche bien. Sur ma phase de déploiement, il y a plein de problèmes. Alors, on n'a pas le temps de tous les considérer. Comment je vais gérer mes configs, comment je vais gérer mes secrets, comment je sais que mon déploiement s'est bien passé, comment je déploie sans arrêt de service. Le seul dont je vais parler, c'est GitOps. C'est juste pour faire un petit focus là-dessus. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font du GitOps. C'est un truc qu'on voit là depuis plusieurs années. L'idée, je la trouve hyper élégante. En fait, c'est de dire qu'on va avoir une description de notre prod dans Git. On décrit, bah voilà, c'est ça les variables, c'est ça la version qui est déployée, etc. Et on a un outil dont le rôle, ça va être de s'assurer que la prod, donc en particulier, ça marche très bien avec Kubernetes, que ma prod elle est en accord avec ce qui est défini dans mon Git. Et si ce n'est pas le cas, donc par exemple si quelqu'un a touché au cube, et ben lui va se rendre compte, donc je pense à des outils comme Argo CD ou Flux, hein, et il va venir corriger, parce que la référence c'est ce qu'il y a dans Git. Donc ça c'est bien. Votre phase de déploiement, si vous utilisez ça, bah, elle est ultra simple, hein, c'est juste de venir committer dans le repo de description la nouvelle version que vous venez de builder. Le problème de ça, c'est quoi? C'est que bah, déjà, d'une part, ça nécessite de l'outillage supplémentaire. Votre Argo CD, il va falloir le déployer, il va falloir le mettre à jour, il va falloir le vérifier qu'il marche bien. Et surtout, la principale difficulté que moi je vois, c'est que votre pipeline il devient asynchrone. Ou plutôt, il y a plusieurs pipelines. C'est-à-dire que le fait que votre pipeline là, qui fait le build, test, deploy, soit vert, ça ne veut pas dire qu'en fait l'application elle est bien déployée. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'autres choses en plus pour être sûr que votre pipeline il s'est bien comporté. Ça, à mon avis, ça va s'améliorer dans les années à venir, mais pour le moment, les outils d'intégration continue, genre GitLab, là, c'est pas du tout fait pour. Enfin, ça n'a pas été pensé pour un truc comme ça qui est plus événementiel en fait, qu'un truc linéaire.
Donc là, ma préco là-dessus serait d'y aller si vous savez que ça résout un problème que vous avez, parce que ça apporte quand même de la complexité. Ok, donc là on a parlé des questions à se poser sur le build, le test, le déploiement. On peut considérer qu'on est à peu près ok. Dernier problème dont je veux parler, c'est ça. Donc il y a votre PO qui arrive avec un nouveau besoin. On réfléchit à comment l'implémenter et on se dit, bah, ok, la solution, alors je pense qu'on se dit moins ça qu'il y a 5 ans, mais là la solution c'est de faire un autre service. Je pense qu'on a tous souffert et on souffre encore des microservices, mais il y a des fois quand même c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire, donc on se dit, bah, on va faire un nouveau service. Première chose, il faut avoir conscience qu'en faisant ça, votre chaîne de déploiement, là, le post-production, il prend un petit coup dans les dents parce que ça va devenir beaucoup plus compliqué. Donc première question à se poser, est-ce que vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez faire? Si oui, je pense qu'il faut réfléchir à la notion d'unité de déploiement. Ça, c'est un truc auquel on se pose pas souvent cette question, c'est-à-dire en fait, quand je veux déployer quelque chose, bah, peut-être que je ne suis pas obligé de déployer les deux séparément. Peut-être que je peux en fait considérer ça comme un monolithe, alors c'est le fameux monolithe distribué là, mais de dire que ces deux applications, elles vont aller ensemble. Ça peut avoir du sens. Ça peut avoir du sens si votre but, par exemple, c'est de scaler les services différemment. Peut-être que votre application, c'est un gros truc, il y aura que 2 instances. Le nouveau service, là, en fait, il y en aura peut-être 10, 15, 20. Donc ça a du sens qu'ils soient séparés. Par contre, fonctionnellement, c'est un seul bloc. Et donc, je vais les mapper ensemble. Et donc ça, c'est ça que j'appelle une unité de déploiement. Et l'intérêt de ce truc-là, c'est que c'est simple. Ça reste simple. Notamment, c'est simple à tester. Vous savez que quand vous testez, c'est les deux versions ensemble. L'alternative, c'est de dire, en fait, c'est vraiment des trucs, j'ai envie qu'ils aient un cycle de vie différent. Donc, c'est 2 unités de déploiement. Donc, j'aurai un pipeline de déploiement pour ma première application, un deuxième pour la dépendance. Donc, quand on fait ça, encore une fois, il faut avoir conscience qu'on est en train de se créer le problème des dépendances. Le truc dont on a parlé là sur comment gérer les dépendances sur l'environnement de test, qui est, je pense, quasiment le problème le plus dur qu'on ait à résoudre. Et là, on est en train de se le créer nous-mêmes. Voilà, donc il faut en avoir conscience. Le deuxième truc qui vient ensuite rapidement, c'est comment est-ce que j'organise mon code où est-ce que je mets le code de cette nouvelle version, de cette nouvelle application. Donc là, il y a le fameux choix ultra structurant, c'est-à-dire est-ce qu'on va faire un monorepo ou est-ce qu'on va faire du many-repo, du polyrepo. Il y a un article un peu de référence là, qu'on croise souvent, qui s'appelle Don't ask if a monorepo is good for you, ask if you're good enough for a monorepo. Donc c'est un peu discutable ce qu'ils disent dedans. Par contre, le message qui passe et que je trouve intéressant, c'est de dire ok, quand on a plusieurs repos, c'est un problème bien connu, on sait que c'est pas top, mais au moins on connaît bien les problèmes. Le monorepo, c'est un truc qui est plus jeune, et si vous n'avez pas du tooling adéquat, des gens qui sont capables de le gérer, ça va juste être une catastrophe. Donc ça, c'est assez intéressant. Si vous partez sur du monorepo, là, pour reprendre notre exemple des 2 applications, ça va ressembler à ça, je pense, assez spontanément. Si vous êtes en mode une seule unité de déploiement, donc vous considérez que vous allez tester et déployer ensemble, donc vous allez faire un premier repo qui contient l'application, un deuxième qui contient le nouveau service, vous faites du build, et donc là, en fait, vous avez une rupture dans le pipeline, puisque ce que vous allez tester ensuite, c'est les deux ensemble. Là, gros warning, pareil, c'est un truc qu'on avait dans ma mission précédente, c'est très dur en fait de synchroniser le repo des applications avec le repo de test. Quand vous déployez une feature, en fait, il faut que les tests qui vont avec la feature ils soient au même moment dans le repo de test. Et peut-être qu'il ne faut pas qu'ils soient avant, parce qu'en fait, avant, il n'y avait pas la feature, donc les tests ils vont être KO. Donc il y a besoin de synchroniser les repos, ce qui est un truc qui n'est pas du tout fait pour. Donc ce que je vous invite à faire quand même, c'est d'essayer, en tout cas ça va simplifier le truc, de dire en fait mes 2 applis, je vais forcer à les tester séparément. Donc ça permet de répatrier le code de test avec le code de l'application et c'est beaucoup plus simple à gérer. Par contre, peut-être qu'on a encore envie de les déployer ensemble, ou d'être capable en tout cas de les déployer ensemble, donc on va se garder un repo de déploiement. Donc là pareil, il y a d'autres... ce besoin de synchroniser du coup nos repos, il reste. Par exemple, si vous ajoutez une variable de configuration, au moment où vous faites le deploy, il faut que vous soyez sûr que la variable elle est bien dans le repo de déploiement. Et peut-être qu'elle ne peut pas y être avant, parce que pareil, ça aurait cassé les versions d'avant. Donc ça, c'est compliqué à faire. Donc au final, souvent, ce à quoi on aboutit quand on part en polyrepo, là, comme ça, ou mini-repo, c'est de dire, en fait, on est quasiment obligé de faire des unités de déploiement séparées et de considérer que c'est 2 applications qui ont des cycles de vie différents. Et ça, il faut reconnaître que c'est beaucoup plus simple à gérer. Si vous faites ça comme ça, il y a le problème du partage de code. Mais donc ça, c'est le truc qui est bien connu, c'est les libcommon.
comment vous partagez du code entre les repos, c'est un peu ce qu'il dit dans l'article sur les monorepos là. C'est-à-dire que ça, c'est un vrai problème, mais au moins on a de l'expérience, on sait le résoudre plus ou moins. C'est jamais top, mais on sait comment ça marche. L'autre option, c'est de dire, bah non, là c'est vraiment un cas rêvé pour faire un monorepo, donc je vais tout mettre dans mon monorepo, et puis je vais faire le build, test et deploy. Le problème de ça, c'est comment je fais pour que mon build il reste efficace quand je suis dans un monorepo. Au niveau du test, moi je pense c'est comment ne pas dériver vers du test système, parce que peut-être que là ça va bien marcher avec deux. Au fur et à mesure, ça va être assez naturellement, vous allez faire grandir le nombre d'applications dans votre monorepo, et si vous faites rien, vous allez arriver à votre phase de test qui en fait doit tester toutes les applications en même temps, avec les problèmes dont on a parlé. Sur ce problème-là, le dernier, je pense qu'il faut à un moment donné se poser et se dire, non en fait, j'ai un monorepo, d'accord, mais en fait, ce que je veux, c'est avoir plusieurs unités de déploiement. Donc, je veux être capable de pas forcément tout tester en même temps. Et par exemple, je sais pas, il y a 2 de mes applications dans le monorepo, en fait, c'est une seule unité de déploiement. Il y en a 3 autres, c'est une autre unité de déploiement. Et donc, quand je fais mes tests, je teste que ça. D'accord ? Ça évite d'avoir des tests qui grossissent, qui sont très longs, etc. Pour les problèmes des temps de build, là, il y a de l'outillage qui existe. Donc, il faut utiliser cet outillage-là. Le principe, c'est pas ultra compliqué, c'est de dire que ces outils-là, ils sont capables de créer une sorte de graphe de dépendance entre différentes tâches, avec une notion de cache qui permet de savoir si une tâche a besoin de la refaire ou pas. Par exemple, je ne sais pas si là je veux faire ma tâche A et que j'ai touché un fichier qui est en B, il va savoir que j'ai besoin de ma tâche C et de ma tâche B, mais la C, il n'y a pas besoin de la refaire. Donc ça, il y a des outils qui marchent bien, Gradle, Maven pour l'environnement Java, NX pour tout ce qui est JavaScript, Bazel qui est l'outil qui est développé par Google. Alors moi, je m'en suis jamais servi, mais il paraît que c'est une sacrée usine à gaz. Il y a un outil qui s'appelle Dagger, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, il y avait une presse mercredi, je crois, sur le Daggerverse, qui peut faire ça également. Donc là, vraiment, le message, c'est si vous voulez faire du monorepo, utilisez à fond les outils qui sont faits pour. Si vous essayez de refaire ça vous-même dans des scripts et tout, ça va être impossible. Voilà, donc en résumé, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y a des questions fondamentales à se poser, je pense, avant de se lancer dans l'implémentation d'un pipeline. Combien de services j'ai envie de déployer? Mes services-là, est-ce que j'ai envie de les regrouper sous la forme d'unités de déploiement pour simplifier éventuellement mes tests et mes déploiements? Est-ce que je veux faire du mono ou du polyrepo? Quel flow Git j'ai envie d'implémenter? Et surtout, quand je choisis mon flow, bien penser à tous les impacts que ça a, notamment en termes de tests. Et justement, sur cette stratégie de test, quel type de test j'implémente? Qui est-ce qui les écrit? Quand ça? Combien j'ai d'environnements, et sur mes environnements, comment je gère les fameuses dépendances, qui est vraiment le point compliqué. Il y a plein de choses dont on n'a pas parlé qui sont aussi importantes. Tout ce qui va être intégration d'outils supplémentaires dans la phase de build, notamment tout ce qui est scan de vulnérabilité, d'outils de qualité de code, tout ça qui sont importants aussi. L'autre point que je trouve important, c'est de bien comprendre que ce qu'on va mettre en place en termes de pass to production, en fait, ça a un impact sur la manière dont l'équipe va être organisée. Donc en particulier, ça va avoir un impact sur l'organisation Scrum du projet. Et aussi tout ce qui va être lien avec les outils qu'on a par ailleurs pour gérer les tickets, pour les release notes, ce genre de choses, qui sont des vrais problèmes. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille ces petites lectures. Donc les deux, Continuous Delivery et Agile Testing, qui sont vraiment des livres de référence qui ont déjà quasiment une dizaine d'années, je pense. Plus récemment, il y a le livre de Valentina Serville, la Continuous Deployment, qui est paru, qui est assez intéressant. Notamment, à la fin, il y a plein de retours d'expérience sur des boîtes justement qui ont fait une transition d'environnement plus classique vers du Continuous Deployment. Tout ce qui est usage des feature flags, notamment, c'est bien documenté. Le site Trunk-Based Development, qui est vraiment un site de référence pour si vous avez envie de vous lancer sur ce mode de gestion des branches. Et deux chaînes YouTube, si vous en retenez qu'une, je vous conseille celle de Victor Farsic, la DevOps Toolkit, qui est vraiment, personnellement je suis fan de lui. Voilà. Et la chaîne de David Fairley, qui s'appelle Modern Software Engineering, où pareil, il parle de tout ça, de Continuous Delivery. Voilà, quelques petits mots pour conclure. Soyez très exigeants sur le pipeline. Je pense qu'il y a trop d'équipes où on accepte que le truc marche plus ou moins bien et que finalement on vit avec et que tout le monde râle, mais c'est comme ça. Alors que je pense que c'est vraiment un élément clé de l'efficacité d'une part, mais surtout du moral des devs. C'est vraiment pénible quand il y a un truc qui ne marche pas bien et qu'on le subit plusieurs fois par jour. Donc il ne faut pas accepter un truc qui marche qu'à moitié. Il ne faut pas hésiter à faire des expérimentations. Si vous vous dites peut-être qu'on pourrait
tester sur un projet, de faire du, je sais pas, du continuous deployment, bah, essayez. Il sera toujours temps de revenir en arrière si ça ne marche pas. Un truc qui est hyper important, c'est que je pense qu'il faut commencer simple et itérer. Voilà, ça ne sert à rien de se dire ouais, j'ai lu sur des blogs machin, qu'il faut faire tel pipeline. Ultra compliqué, c'est un peu mon exemple de tout à l'heure avec les 4 environnements. Là. Commencez par le truc qui répond à votre problème et on verra après. Et par contre, faites-le bien. C'est-à-dire que la qualité du code dans vos pipelines, même si c'est du YAML et qu'on se demande bien pourquoi quelqu'un s'est dit qu'on allait coder en YAML, ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça mal. Et notamment, quand vous allez avoir besoin de revenir dessus, de l'améliorer, tout ça, si c'est mal codé, ben, en fait, personne ne va le faire et ça va moisir gentiment. Donc faites ça bien, comme si c'était du code de prod. Et enfin, soyez pragmatique, donc méfiez-vous de la hype. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a publié un truc sur un blog qu'il faut le faire. Et limitez les technos. Donc ça, c'est un peu mon exemple avec Argo CD. C'est une super techno, mais si vous n'en avez pas besoin, ça ne sert à rien de vous surcharger avec ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, donc j'espère que vous repartez au moins avec des questions peut-être pour rechallenger ce que vous avez mis en place, s'il y a des choses qui ne marchent pas. Et si vous-même avez des questions, n'hésitez pas. Merci.